Bonjour à tous, bienvenue dans le ZCL de ce mardi 24 novembre. Nous sommes toujours dans le ZCL mais à Canal 10, pas dans notre studio habituel, vous avez dû le reconnaître, mais aujourd'hui on a retrouvé Céline. Bonjour. Bonjour Danick. Ça va mieux? Ça va mieux. Oui. On sort difficilement d'une grippe, mais ça va. Ça vous va. reniflez un peu tout quand même? Oui, un peu encore, mais ça va passer. Voilà. Alors aujourd'hui, on vous l'avait dit hier, on aura, on va dire une barque assez chargée. Pour regarder le nombre de bouquins que j'ai devant moi. Marie Charabi Maximin, Une vie en Dancy. René Santenac, Le complexe équation antillais. Lucien Birman, Putain de vie. Gustave Icam, on l'a connue comme chanteuse. Elle vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Envol spirituel. Elle va nous en parler tout à l'heure. Omer Numa, qui est là aussi, fils de violeur, tous ces bouquins sortis aux éditions Nestor. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de retrouver toutes ces personnes pour un petit débat, un débat littéraire sur justement leur expérience d'écrivain. En attendant, on va parler aussi de la COP 21, mais Made in Guadeloupe, avec une association qui s'appelle COP in My Guadeloupe, l'un de ses représentants. Et là, il s'agit de Henri Santenac. Bonjour. Bonjour. Et donc, avec tous ces gens-là, on va pouvoir débattre tout à l'heure. Pour l'instant, on va revenir au journal. Et tout de suite, Céline, grippée ou pas, elle va dérouler les titres du journal. Bon courage. Dans les titres de ce mardi, nous avons beaucoup parlé de l'état d'urgence mis en place par l'État au lendemain des attentats du 13 novembre à Paris. Après qu'il a été élargi aux Outre-mer et que sa prorogation de 3 mois a été adoptée par le Parlement, le préfet a tenu à faire un point avec les maires et les présidents de collectivités hier sur ce dispositif. Nous reviendrons dans le journal sur ces échanges. La souffrance s'exprime souvent dans la langue maternelle. C'est de ce constat qu'est partie Janie Hélène Pélage, professeure en médecine générale, pour mettre sur pied un lexique médical en créole, un outil essentiel pour les jeunes médecins qui ne maîtrisent pas donc le créole. La première édition de la Guada Color Fun Run a été un succès, on peut le dire, à Jarry. L'idée était de parcourir 5 km à petite ou grande foulée, comme on le souhaitait, tout en étant littéralement aspergé de poudre colorante. Ça se passait samedi à Jarry. Nous reviendrons sur ces moments sportifs et colorés. Donc, Danick, dans le journal. Tout de suite, on va donner la parole à Monsieur Henri Santenac. Bonjour. Bonjour. Alors, une association qui s'appelle WOWN, en anglais, ça veut dire quoi? We are within now. We are within now. Pas seulement, c'est aussi le KJG, aussi, le collectif Jeunesse Guadeloupe. Jeunesse Guadeloupe, donc tout à fait. Ces deux associations se sont associées, regroupées, pour monter cet événement. Alors, cet événement, en fait, il est lié à la COP qui aura lieu dans quelques jours à Paris. Quel aspect vous avez choisi? L'aspect ludique. Donc, ce sera un jeu qui aura lieu samedi de 8h à midi à l'université Fouillol, à l'Amphi-Le-Pointe. Donc, c'est pour recontextualiser, une COP. COP in My 6, c'est un jeu de formation et d'initiation aux problématiques liées au changement climatique. Donc c'est un jeu qu'on retrouve partout dans le monde et nous avons décidé de l'investir et de l'organiser en Guadeloupe. Donc d'où COP in Guadeloupe. Alors comment les gens qui vous regardent pourront participer à ce jeu? Alors ils pourront déjà s'inscrire sur l'événement Facebook qu'on retrouve donc sur le réseau social bien connu. Donc s'inscrire jusqu'à jeudi pour qu'on puisse s'organiser. Et puis voilà, donc le jeu aura lieu samedi de 8h à midi. En direct? En direct, tout à fait. Puisque le but de ce jeu, c'est qu'il y ait un jeu de rôle. Donc ceux qui veulent se mettre dans la peau des chefs d'État, des lobbyistes, des pays de la Caraïbe aussi, pourront le faire. Et donc il y aura un certain nombre de délégations, comme pour la COP 21. D'accord. C'est une COP en format réduit. Format local, format guadeloupéen. Oui. Et caribéen. Et le but du jeu, c'est d'inciter les gens à prendre conscience un petit peu de la nature. Alors, des changements climatiques. D'une part, c'est parce qu'avant le jeu en lui-même, il y aura des interventions, des présentations en fait sur ces thématiques, notamment de spécialistes, d'experts sur le climat en général et aussi le climat dans la Caraïbe, puisque comme tout le monde le sait, le changement climatique on est directement impacté, on est un peu les sentinelles de ce changement climatique. Et ensuite, donc la partie formation et ensuite la partie jeu où on va donc simuler comme une conférence environnementale et chaque
délégation fera ses propositions afin de faire baisser d'une part faire baisser la température du climat à l'échelle 2050 ou 2100 et proposer un fonds financier pour faire baisser ce climat. Est-ce que ça signifie que les participants à ce jeu vont quand même agir sur le réel? Parce que bon, on ne joue pas avec le changement climatique. Bien sûr, bien sûr. Alors agir sur le réel, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront joué, est-ce que ça aura des répercussions concrètes sur la population en Guadeloupe, sur les problèmes de changement climatique dans notre pays? En tout cas, on l'espère. Ça se fait déjà, puisque le KJG est investi dans des actions citoyennes, écologiques, notamment nettoyer des rivières, notamment faire ils ont fait aussi l'année dernière une grosse conférence sur l'impact économique de la biodiversité. Donc ce sont des petites actions, fait partie des actions concrètes que nous menons en place pour permettre aux citoyens d'être informés de ce changement climatique, mais aussi d'investir ce champ aussi bien, je dirais, idéologique, mais aussi économique, puisque on peut aussi y trouver des bassins d'emploi, ça peut être aussi un chantier de développement économique aussi. Alors avant le rappel de cette date, quelle peut être après la COP de décembre, j'ai envie de dire la vie de COP in My Guadeloupe? Est-ce que ça va s'arrêter net ou bien est-ce qu'il y aura un prolongement suivi? Pas du tout, pas du tout. Alors là, c'est un événement, c'est un jeu surtout qui est, je dirais, opportuniste, hein, parce qu'on profite de la COP 21 pour organiser ce jeu, mais on va continuer avec ces deux associations à mener des actions citoyennes, des petites actions, voilà, Green Diri qui a fait ça, hein, comme on dit, et voilà, pour sensibiliser les jeunes surtout et le public en général sur ces thématiques. Bon, Henri Zantonac, merci. Alors rendez-vous pour y rappeler. Voilà, rendez-vous samedi à Fouillol, en File-Pointe, de 8h à midi. Inscrivez-vous d'abord sur le Facebook de l'événement, COP in Guadeloupe, et voilà, et puis nous avons Google Form en fait, hein, vous verrez sur le lien, et voilà, pour qu'on soit le plus nombreux possible pour ce jeu. Voilà. Bien, on vous remercie. En tout cas, on a noté et on donne rendez-vous donc à tout le monde le 28. Samedi 28, de 8h à midi. De 8h à midi. À l'Amphi-Le-Pointe à Fouillol. Juste un dernier mot, on gagne quelque chose? On aura un très bon cocktail à la fin. Seulement. Ah, mais c'est déjà pas mal, hein. Ça suffit à convaincre certains. Ah oui, un très bon cocktail, en plus développement durable. Oui. Voilà, donc vous avez qu'à venir aussi. Voilà. On espère que c'est pas limité aux... Ah non, pas du tout, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Bon, voilà. Tout le monde concerné. Merci en tout cas, Henri Zantonac. Très bien. Céline, tout de suite, merci à vous. On attaque le premier titre du journal. Je vous le disais en titre, nous avons beaucoup parlé de l'état d'urgence mis en place par l'État au lendemain des attentats du 13 novembre à Paris, après qu'il a été élargi aux Outre-mer et que sa prorogation de 3 mois a été adoptée par le Parlement. Le préfet Jacques Billan a tenu à faire un point hier sur ce dispositif avec les maires, mais aussi avec les présidents des collectivités de Guadeloupe. Beaucoup d'entre eux s'inquiétaient en effet du cadre d'application du dispositif donc de l'état d'urgence. On voit les détails de ces échanges avec notre reportage. Les gilets de protection balistique, certains d'entre vous ont émis le souhait de les subventionner. La première des mobilisations, c'est la mobilisation des forces de sécurité. Je pense bien sûr à la police, à la sécurité publique, à la gendarmerie, à la police aux frontières, aux services de renseignement, je dirais aux douanes. Donc mobilisation, cette mobilisation va se faire bien sûr en liaison avec les maires qui ont d'ores et déjà mobilisé leur police municipale pour intervenir en relation étroite avec les forces de sécurité d'État. Concernant ces pouvoirs administratifs renforcés, vous savez qu'il consiste à permettre au préfet d'effectuer des perquisitions, de jour comme de nuit, de limiter la circulation, je dirais, des personnes, dès lors qu'il y a une analyse des risques qui amène, je dirais, le préfet à le faire, d'interdire des manifestations, des rassemblements de personnes. Donc nous avons, je dirais, échangé, je dirais, avec les maires sur ces sujets importants, parce qu'ils touchent, je dirais, nos concitoyens et ils sont susceptibles plutôt de toucher nos concitoyens au quotidien. Et j'ai donc expliqué aux maires qu'aucune, je dirais, interdiction de ce type n'avait été prise par le préfet
pour l'instant, mais que si effectivement l'analyse de la menace m'amenait, je dirais, à prendre de telles mesures, je n'hésiterai pas bien sûr à le faire pour le bien, pour la sécurité de nos concitoyens. C'est une page qui se tourne pour les habitants de la cité Henri IV à Pointe-à-Pitre. Depuis ce matin, la barre AA est l'objet d'une démolition mécanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un engin muni de grosses mâchoires d'acier grignote peu à peu le bâtiment. Cette opération va durer jusqu'à la fin de la semaine. Yanis Péquigno était sur place ce matin pour Canal 10. On regarde tout de suite ces images. Aujourd'hui, on va assister à la démolition du bâtiment AA de la cité Henri IV. C'est un long processus qui a démarré suite à la signature de la convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Le quartier d'Henri IV était composé de 584 logements répartis sur 5 bâtiments. Nous avons déjà procédé à la démolition de 3 bâtiments et on assiste aujourd'hui à la démolition du 4e bâtiment, le plus important, le premier bâtiment construit en tant que logement social. Le procédé utilisé pour la démolition de l'immeuble, c'est une pince mécanique avec arrosage de façon à limiter l'émanation de poussière pour les habitants du quartier. Moi, j'ai habité là 51 ans. Alors j'ai fait ma jeunesse là et j'ai fait ma vieillesse. Vous voyez, c'est un bateau que je n'avais pas de bateau. J'étais encore jeune. Ça me fait beaucoup de peine. Parce que la cité Henri IV, c'était une famille. C'était un voisinage, tout le monde se comprenait. On avait besoin de ça. Ça passait très bien. Mais là, vous voyez, c'est le changement. Ce sont des bâtiments qui étaient voués à la démolition par leur vétusté, l'impossibilité par de simples réhabilitations à leur donner un confort à la hauteur des exigences du monde moderne, et parce qu'en plus ces bâtiments ont une vulnérabilité au risque sismique qui nécessite qu'on conforte ou qu'on reconstruise des bâtiments plus solides comme celui qui est juste à côté de Paul Moueza. Donc nous sommes dans l'avant-dernière phase de la démolition d'Henri IV. Nous avons démoli jusqu'ici 3 barres. Nous démolissons aujourd'hui la principale au terme d'un long processus de désamiantage et de déshabillage qui a duré plus d'1 an. Et donc nous sommes dans une phase ultime qui est de grignotage physique de ce qui reste des bâtiments en béton. Nous tournons à présent une page santé dans ce journal. La souffrance s'exprime souvent dans la langue maternelle. C'est de ce constat qu'est partie Janie Hélène Pélage, professeure en médecine générale, pour mettre sur pied un lexique médical en créole. Ça peut aider pour poser les bons mots et surtout le bon diagnostic. Une présentation se tenait hier sur ce sujet. Ça se passait au CHU à Pointe-à-Pitre. On regarde ces images. Je suis professeur universitaire en médecine générale et je suis le coordonnateur des étudiants en médecine. Et pour ce faire, nous avons des étudiants qui viennent d'horizons divers et il était important qu'on puisse mettre à leur disposition un outil pour mieux communiquer. Parce que vous savez que la souffrance, c'est dans la langue maternelle qu'on peut l'exprimer, l'imager. Et il est important que ces étudiants puissent avoir un outil pour optimiser la prise en charge de ces patients. Tout d'abord, il faut dire que j'étais un peu isolée, c'est-à-dire que pendant une dizaine d'années, j'ai glané des mots et j'ai surtout mis le français, des mots français qui correspondaient au créole. Et je trouve que la mutualisation des efforts, et notamment avec la participation de l'équipe hospitalière de M. Janvier, Mme Robert Minerve, m'a donné l'idée de le faire également de créole à français. Lorsqu'il y a des patients qui parlent créole, et sachant que ici, je ne parle pas de créole, c'est assez dur de les comprendre. Très bien. Qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, docteur, depuis 2-3 jours, on est douleur à l'estomac. À l'estomac? D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive à l'estomac? Il a pas mal. On a senti, il a piqué moins. Les premiers mots, ça va toujours. Mais après, lorsque nous, on a besoin de plus de renseignements cliniques,
par exemple les médicaments, les antécédents. À ce moment-là, il y a une incompréhension qui se passe et nous, on ne peut pas comprendre. Et à ce moment-là, on ne peut pas poser de diagnostic. Quand vous dites la douleur avec les mots que vous avez appris depuis l'enfance, c'est beaucoup plus imagé que si vous le prenez par exemple, dans le lexique français. Je crois qu'il faut mettre à disposition des étudiants toutes les palettes qu'on peut retrouver sur le terrain. La journée mondiale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, ce sera demain le 25 novembre. Autour de cette date, de nombreux rendez-vous ont lieu en Guadeloupe. Hier, un colloque se tenait sur ce thème à la bibliothèque Paul Mado à Bémao. Les professionnels des secteurs social, médical ou encore de premier secours y étaient conviés. Ils œuvrent tous autour de cette problématique. Les violences conjugales sont une réalité encore aujourd'hui. Les victimes collatérales de ces situations dramatiques sont souvent les enfants qu'il faut également prendre en charge. Voyons ce reportage. Il est signé Harold Luce avec Nicolas Hachi. Quelle que soit la classe sociale, il y a des violences conjugales. Elles sont très nombreuses, aussi bien en France métropolitaine qu'en Outre-mer. Et nous avons par exemple à la prison de Bémao actuellement 59 détenus sur 811 donc, qui sont effectivement là pour violences conjugales. Donc ce qui fait 7% quand même de la population pénale. C'est quand même beaucoup. Les violences intraconjugales, c'est généralement des violences qui sont faites aux mères, aux femmes, et donc aux mères des enfants, que nous suivons ou que nous ne suivons pas. Mais nous pensons que les femmes sont victimes de ces violences et de façon indirecte, les enfants aussi sont victimes. Donc moi je place vraiment la question des enfants qui sont dans ces foyers comme un traumatisme pour l'enfant et ils sont victimes de tout cela. Ça veut dire que nous, les soignants d'enfants, je suis pédopsychiatre, nous devons prendre en charge ces enfants. Tant que faire se peut en prévention, donc signifier avec nos collègues adultes, s'il y a des femmes que vous suivez, eh bien écoutez, leurs enfants aussi, c'est pas bien pour eux. C'est un discours assez habituel dans nos sociétés que de penser que les hommes sont incapables, ne sont pas de bons pères, ne savent pas s'occuper de leurs enfants. Et je crois que c'est une forme de violence qui est passée sous silence et qui surtout admet comme étant une espèce de norme chez nous que les hommes ne sont pas capables de s'occuper des enfants. Et je crois que c'est ce type de violence que je veux dénoncer, que j'ai dénoncé d'ailleurs déjà dans mon ouvrage Les violences dans les sociétés créoles, et que je veux aussi porter à l'attention des professionnels pour les sensibiliser à cette forme de violence dont on ne parle jamais. Nous ne faisons pas de soins, nous ne faisons pas d'expertise, mais nous sommes, si vous voulez, des formateurs de formateurs. Nous formons les professionnels. Donc, que ce soit des avocats, des experts, des élèves infirmiers ou sages-femmes, on les forme à ces problématiques spécifiques. Donc, les personnes peuvent s'adresser plutôt dans les CMP, qui sont des centres médico-psychologiques dans chaque commune, et qui sont des centres gratuits où vous avez des équipes de psychiatres, psychologues, assistants sociaux qui s'occupent d'eux. Donc c'est plutôt vers ces personnes-là qui doivent se diriger ou toutes les associations de victimes. Et il y a un numéro qui est le 3919 que les gens peuvent faire pour ce genre, pour pouvoir se faire entendre, se faire aider, se faire accompagner. Et pour finir sur ce sujet, rappelons qu'une femme sur 3 dans le monde est victime de violences physiques ou sexuelles. La plupart de ces actes de violence sont le fait d'un partenaire intime, un chiffre que donnent les Nations Unies. Ils étaient plus de 2000 samedi à courir en couleur. La première édition de la Guada Color Fun Run a été un succès, on peut le dire. À Jarry, l'idée était de parcourir 5 km à petites ou grandes foulées comme on le souhaitait, tout en étant littéralement aspergé de poudre colorante durant le parcours. Rien ne sert d'en dire plus, on regarde tout de suite ces images. Mais ça se passe très bien, on vient d'arriver, on essaie de s'ambiancer comme on peut. Voilà, on est rempli de poudre, on termine de s'habiller, on met les oreilles de Mini et voilà, on se fait toute belle pour la Guada Color Fun Run et on va prendre le pied ce soir, voilà. Ouais, intense un petit peu. On reprend les activités, mais bon, c'est motivant, t'as tout le monde qui te court avec toi, tu sais que tu vas avoir de la peinture, donc tu veux parmi ceux qui vont le prendre bien dans la phase, donc tu vas. Et voilà, on est là. Ça m'est venu après avoir organisé la Diabolique. Vous avez pu voir la Diabolique en septembre, c'était un gros succès. Là, je crois que c'est encore mieux. Il y a 500 personnes de plus, des gens colorés, des gens qui ont le sourire.
Il y a eu de la couleur partout, il y a eu du beau temps, les gens sont contents, donc c'est vraiment une grosse joie aujourd'hui. C'est 3 mois de travail intense. La dernière semaine, j'ai quasiment pas dormi pendant 7 jours. Mais là aujourd'hui, de voir tous ces gens, tous ces sourires, c'est la récompense. Et ça me donne envie de déjà rebondir sur autre chose. J'ai des idées, des nouveaux concepts que j'importe sur la Guadeloupe. Là on est sur la Guala Color Fun Run officielle, c'est la première et l'unique. Donc je donne rendez-vous à tout le monde pour l'année prochaine. Super, c'était génial. Ça vous a plu? C'était énorme, très sympa. Voilà de quoi mettre un peu de couleur dans Jarry qui est parfois un peu gris, Danick, il faut le dire. Et voilà, il va être très heureux, ça va être l'heure de la pub. Et puis après, on retrouve donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Hugues Pagési et puis Madame Marie Charabi-Maximin, Gustave Icam et Omer Numa. Toutes ces personnes sont écrivains ou auteurs avec eux. Et écrivent donc chez les éditions Nestor. On va tout à l'heure parler de leur parcours littéraire et aussi de leur ouvrage. Rendez-vous tout de suite après la pub avec Hugues Pagési et tous ces gens. Voilà. Merci Céline. Merci Danick. On se retrouve demain. À demain sans faute. Sans grippe. Avec des restes de grippe. Avec des restes de grippe, des séquelles. Bon, c'est pas grave, ça se soigne. Allez, à tout à l'heure, la page de pub. Voilà, il est 13h07, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir 3 écrivains des éditions Nestor, accompagnés de monsieur Pagési, Hugues Pagési de son prénom. Alors Hugues Pagési, bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être venu avec 3 auteurs des éditions Nestor. Alors d'après ce que j'ai compris, l'intention c'est de faire un moment littéraire avec les éditions Nestor qui, je le rappelle, chaque semaine a le plaisir et l'avantage, enfin chaque mois réunit ses écrivains. C'est bien ça. On aimerait faire ça chaque mois, on ne le fait pas tous les mois. Oui. Mais on aura quand même le 28, c'est-à-dire samedi, une rencontre littéraire à Goubert. On va réunir une dizaine d'auteurs qui vont parler de leur cheminement. Il y a beaucoup d'auteurs dont c'est le premier livre. Oui. Alors c'est comme un accouchement. Hein. Oui. Et Mme Charabi est bien placée pour le savoir parce qu'à la sortie de son livre, son émotion était grande. Était intense. Gustave aussi d'ailleurs. Alors justement, tu vas nous présenter ces personnes qui sont avec nous. Gustave, je la connais, elle ne me connaît pas, mais je la connais, je l'ai entendue chanter jadis. Gustave est aujourd'hui écrivaine, auteur. Oui, aujourd'hui je me suis lancée, c'était un rêve d'enfant et que j'ai pu réaliser grâce à ce monsieur, qui m'a beaucoup aidé. Oui. Et puis bon, il faut dire, ça fait français là, pas aimé. On peut aimer parler français. Bon, vous parlez créole. Alors, Madame Charabi, Marie Charabi-Maximin, elle aussi auteure, Une vie en Dancy. Qu'est-ce qui vous a emmené à l'écriture, Madame Charabi? Qu'est-ce qui m'a emmené à l'écriture? Moi, je n'ai rien pensé. Du jour au lendemain, je me suis réveillée. J'ai dit à ma famille, à mes enfants, je veux faire un livre. Oui. Alors je pense que c'est parce que c'était beaucoup trop rempli dans ma tête et je voulais m'exprimer. Alors du coup, j'ai déclaré que je faisais un livre. Voilà. Une vie en Dancy, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Et enfin, Omer Numa, lui, fils de violeur. Alors pareil, même question, Omer Numa, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Bien, c'est à partir de la retraite, il fallait que je trouve des activités pour remplir les journées. Oui. Donc j'ai laissé le sport aussi, mais j'ai remplacé par l'écriture tout ce que j'avais laissé, mon travail. Rapprochez-vous du micro. Oui. Oui, voilà. Je disais que à la retraite, bon, j'ai quitté aussi le sport de compétition. Donc il a fallu que je trouve des activités pour remplacer tout cela. Donc je me suis dit pourquoi pas l'écriture, puisque j'étais entre parenthèses musicien. Bon, j'écrivais des textes déjà, donc
j'ai voulu aller un peu plus loin. D'accord. Alors, je me retourne vers Hugues Pagési. Hugues Pagési, vous êtes, on va dire, au cœur même des éditions Nestor. Ce qu'on peut dire, c'est que les éditions Nestor produisent beaucoup. Alors, comment ça se passe? Parce qu'il y a des gens qui vont sans doute, qui regardent cette émission et dire, moi aussi, moi, envie d'écrire un livre. Qu'est-ce que vous leur dites et comment ça se passe en général entre le moment où l'écrivain ou la personne qui n'est pas encore écrivain ou auteur se décide à écrire et le moment où c'est publié? Comment ça se passe? Alors, il y a 3 possibilités. L'auteur nous envoie son manuscrit. Ce manuscrit va être soumis à un comité de lecture qui va donner son avis. Le comité de lecture dira que ce livre est bien écrit, il est très bien, et on va l'éditer. À ce moment-là, on va convoquer l'auteur, on va lui proposer un contrat qu'il va lire, qu'il va signer, et à partir de ce moment-là, le livre ira en correction. Car quel que soit le livre qui arrive chez nous, quelle que soit la personne qui a écrit le livre doit passer à la correction. Et après la correction, lorsque la correction est validée par l'auteur, on va lui proposer la mise en page, qui se fait là avec M. Nestor. C'est lui qui se charge de faire la mise en page. Et après, évidemment, le mot entier sera signé et le livre sortira. Alors, est-ce que ça arrive quand même, Pagési, que certains manuscrits soient refusés? Beaucoup. 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 Alors, ça, c'était la première possibilité, hein, que le livre est bon. La deuxième possibilité, le livre est intéressant, mais pas suffisamment bien écrit parce que tous les auteurs ne sont pas des intellectuels qui vont écrire quelque chose de... Alors, à ce moment-là, on propose à l'auteur de se faire aider. On n'emploie pas le terme nègre, hein. On emploie le terme assistant littéraire. Ah, c'est pas blanc non plus. Bon, alors, on va lui proposer de revoir son manuscrit, si l'auteur est d'accord. L'auteur n'est pas obligé de passer par les éditions Nestor pour réécrire son livre. Il peut se faire aider par une de ses relations. Ça, c'est le deuxième cas. Et le troisième cas, eh bien, le livre n'est pas bon du tout. Et à ce moment-là, nous ne l'éditons pas. Et nous demandons à l'auteur de réécrire son livre et de nous recontacter par la suite. C'est arrivé quelquefois, ce genre de... La deuxième opération, c'est-à-dire qu'un auteur écrit un bouquin qui ne soit pas lisible, on va dire comme ça, et qu'il ait accepté de le refaire. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'un auteur, surtout pour son premier livre, il veut absolument avoir son livre. Mais il ne sait pas, voilà, il ne sait pas quoi mettre en fait dans le livre. Alors il met un peu tout, mais des choses qui n'ont aucun intérêt pour le livre. Donc c'est à ce moment-là qu'on lui dit, il y a des choses qui ne vont pas, il faut le revoir. D'ailleurs, je prendrai le cas de M. Numa, hein, qui terminait son livre d'une drôle de façon que nous n'avons pas aimé du tout. Et nous lui avons demandé de revoir la fin parce que ça nous paraissait un peu choquant. Mais pas pour lui, parce que lui, c'est son livre, il est l'auteur, donc il pense qu'il peut mettre ce qu'il veut. Donc il l'a revu, et puis voilà, son livre est sorti. Alors, Gustavi, encore vous venez de côté, parce que vous dites que vous comprenez un créole. Le livre, pour dire que vous comprenez un créole, justement. Pas avec le créole. Ah, mais ça va apprendre, hein? Non, c'est plus facile d'expliquer en français mes aventures. Et puis, M. Pagési m'a aidé aussi, lui, il parle français. Moi, j'aime mon petit peu. C'est pas que je ne sais pas parler français. Parler créole, là, pas de problème. Voilà. Moi-même, à son créole, je dis consommer créole. Mais oui, parler créole. Tout le monde n'a qu'à écouter. Qui Martinique en France, qui a gardé, vous quoi comprendre créole. Eh bien, voilà. Alors, c'est toute l'année créole, toute vie créole. Bon, alors, sans TV Mandio, par rapport au livre là, parce que le livre là, ça, ils ont un raquin bien, même chaud, en vol spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire ça, en vol spirituel? En vol spirituel, c'est une avancée dans la vérité. C'est que son changement, son évolution vers la vérité, dans la vérité spirituelle. Tu es dans le mensonge alors? Oui, on est dans le mensonge que tout le monde, à un moment donné, a vie ailleurs, et moi, je prends conscience qu'on est dans le mensonge. Le mensonge, c'est pas seulement mentir pour le monde, hein. Le mensonge, c'est pas... Ah non, vraie vie là, quoi. On vit à la loi, à mon Dieu. C'est-à-dire, vérité, c'est ça. Et donc, on sentit qu'il y a un pâté Adam, et on prend conscience qu'il y a un pâté Adam, et là, on constate un pâté Adam, on accepte la vérité là, et font en quelque sorte
mettez tout ça par écrit, pour ça qui est derrière, pour voir qui j'ai empathé Adam et envie Adam, et toutes les plaies, toutes les embûches de la vie qu'elle a rencontrées par rapport à mensonge là, que pour ne pas tomber dedans. Donc c'est une sorte de témoignage, livre là. Quand on dit enfant, c'est son thérapie. Eh bien voilà, ça aussi, ça vide des mots aussi, ça permet que ça quitte la sortie et un sentiment soulagé. Oui. C'est envol. Alors donc, à part ni un roman, ni son expérience de vie. Expérience de vie spirituelle. Spirituelle. Voilà. Alors quand il a décollé, quand il est là, est-ce qu'il y a ni moyen qu'il y ait là? Même parce qu'en passé des choses pas possibles que moi qu'à expliquer. D'accord. Alors, Madame Charabi, en français comme en créole, peu importe, vous vous exprimez, une vie en dents de scie. Est-ce que dans ce livre, il s'agit de votre vie ou bien c'est une histoire que vous racontez? Il s'agit de ma vie. Oui. Parce que je... Allez-y, vous vous exprimez. Parce que je vois, l'histoire raconte que l'auteur, à travers cet ouvrage, en a beau chercher une trace de bonheur dans ce récit, il est bien utile d'en trouver. Pourquoi? Parce que depuis ma naissance, d'après les dires de ma mère, depuis ma naissance, elle m'a expliqué jusqu'à tel âge que bon, c'était pas vraiment ça. Et comme j'ai toujours été malade, je suis née malade et tout ça, et arrivé à l'âge que je pouvais comprendre, j'ai constaté jusqu'à maintenant qu'il n'y a pas eu beaucoup de bonheur, il n'y a pas eu beaucoup de joie dans ma vie. J'ai eu des histoires, des problèmes sur des problèmes. J'ai eu des maladies sur des maladies jusqu'à maintenant. Et bon, ça commençait à me peser. Oui. Bon, comme l'histoire de tout le monde. La plupart des femmes, la plupart des hommes, j'ai eu plein de problèmes. On tenait en l'eau problème, en l'eau machin qui tombe en les mains. Et puis, bon, ben, il arrive un moment où c'est trop rempli. Oui. C'est trop rempli. Alors, je dis que bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui subissent la même chose, qui ont des problèmes, surtout avec la famille, avec les voisins, voisines. Et ça n'avance pas. Ça ne débloque pas. Et je trouve l'injustice. Les gens sont trop injustes, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre, ils sont méchants entre eux et tout ça. Et je dis, c'est la vie de tout le monde. Et il y a des gens qui n'osent pas écrire leurs problèmes, leur vie. Alors moi j'ai dit, bon, je me suis réveillée un matin. J'ai dit à ma fille, enfin à mes enfants, je veux faire un livre. Ils m'ont dit, maman, à faire un livre. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Je suis cuisinière, oui. Je fais un livre, je parle de ma vie. Ah ben je crois que, comme elle disait la dame... Ça vous a soulagé? Non, c'est que c'est sorti de très haut. D'accord. J'ai eu quelque chose qui m'a poussé. Une impulsion, vous avez eu une impulsion, oui. Pour me dire, témoigne de quelque chose. Et c'est de là que je suis allée voir M. Nestor, qui m'a mis en contact avec M. Pagési et ils m'ont aidé à créer ce livre. Oui. Et je remercie énormément. D'accord. Alors, je me tourne vers M. Numa. M. Numa qui est musicien, qui était aussi sportif et maintenant il disait qu'il est passé à la littérature. Fils de violeur, c'est une histoire qui paraît dure, le titre déjà. Justement, ça paraît dur. Mais j'ai osé aborder un sujet qu'on considère comme un sujet tabou. Pour ne pas parler des viols, tout le monde a caché. Mais la souffrance que rencontre une femme violée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puisque à présent, il y a fait IVG. Si une femme violée trouve enceinte, il peut débarrasser de Timona. Mais à l'époque, quand on situait Livre-la-Sasse, les femmes, le viol pas été reconnu comme délit. Donc, et le machin, comment dirais-je, l'interruption de grossesse était interdit aussi, ça n'a pas encore adopté dans les lois. Donc, une femme qui est violée et qui porte pendant 9 mois un enfant non désiré? Un enfant non désiré, mais aussi un enfant issu de violence. Donc moi je dis que c'est très très dur. Si vous mettez un poids en madame comme ça, péquer en vie, continuer à vivre, puisqu'elle est
si on a commencé à gouiller en ventaille, il a senti ces agresseurs-là qui ont gouillé en ventaille. Bon, là, il a couché, il gardait Timona, il a vu, et surtout dans des cas comme ça, c'est là, c'est Timona qui semble pas payer au plus. Donc, tout gens gardé, il a vu ces agresseurs-là qui devant aller. Et je ne peux pas comprendre que ça a passé, madame qui a martyrisé Timona, qui a battu Timona coup. Peut-être qu'il y a 3 Timona, il a chuchoté deux et il y a un cabay coup. Pas le monde ne sait pas ce qui est passé. Donc, moi, je dis que c'est tout seul qui connaît. Mais il y a un autre problème aussi, c'est le fils de violeur. C'est-à-dire Timona ça. Ils n'ont papa contre tout le monde. Mais ce n'est pas un papa qui te désiré, pas maman. Donc, s'ils viennent connaître, un jour ils viennent connaître la vérité, et ben c'est pareil. Ils ont trouvé dans comment dire, une situation qui est inacceptable. Presque traumatique. Traumatique. Donc, c'est pour ça que moi j'ai essayé d'aborder ce sujet-là. Ça, pour moi, je ne voulais pas parler d'elle. Mais en tout cas, je voulais que ça éveille les consciences. Il faut nous parler plus fort, il ne faut pas nous parler à basse voix, il faut nous parler plus fort et dénoncer le crime là, ça, et continuer à condamner les violeurs. L'heure où écrit livre là, est-ce que quand Mankam ou bien quand Mancharabi ou senti ou soulagé dans le bitin aussi, ce bitin était en cœur au côté lâché ou bien on écrit ça comme ça? Non, pas écrit ça comme ça, c'est parce que justement, ce sujet-là a tombé bien, puisqu'il a parlé de violence faite aux femmes. Oui, oui, tout à fait. Donc, ce sujet-là a tombé pile poil. Donc, en vivre ce sujet-là, presque conscienté que madame. Et en cas des autres, un livre vraiment prenant, monde qui j'allais, même les hommes qui ont pleuré, des hommes qui ont pleuré, les femmes qui ont pleuré. Et n'a pas fait pour te faire mon pleurer. Mais je crois que c'est tellement fort que ça a touché tout le monde. D'accord. Donc moi, à pas pleurer, puisque si on pleurer, on peut pas écrire. Pas pleurer justement. Avant de nous pleurer en direct, alors pour les gens qui sont ni fils de violeur, nous venons vers tout à l'heure. Hugues Pagizi, vous êtes ici écrivain, vous êtes aussi écrivain, vous avez publié au moins 3 ouvrages, vous avez été journal. Combien? 12. 12, alors j'en connais 3, hein. Alors ni 9 on va connaître, mais vous avez été aussi journaliste. Alors du seul fait que vous participez, vous travaillez de très près des éditions Nestor, quel regard que vous portez un petit peu sur cette ébullition, on va le dire comme ça, ébullition d'écrivains, parce que autrefois il y avait 2 ou 3 éditeurs qui faisaient ce job d'édition, et puis les éditions Nestor sont arrivées il y a quelques années sur le marché, et puis on a l'impression que ça a libéré une foule d'écrivains qu'on ne connaissait pas, parce qu'on avait que, entre guillemets, des grands noms d'écrivains, et puis subitement on voit beaucoup de personnes qui passaient. Vous qui avez un petit peu de recul, puisque vous êtes pratiquement dans ces éditions Nestor, quel est votre regard? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Guadeloupe, presque tous les gens ont un manuscrit dans leur tiroir. Les gens écrivent. Oui. Et ça paraît paradoxal, l'illettrisme, pourtant, augmente. Oui, alors qu'il y a de nombreux auteurs. Et des auteurs qui écrivent de belles choses. Oui. Donc, pas seulement les intellectuels, comme je dis, maintenant c'est tout le monde. L'intellectuel, bien sûr, mais l'agriculteur aussi, il écrit. Et ce qu'il dit est intéressant. Il faut que nous écrivions notre histoire. Il ne faut pas qu'on laisse aux gens le soin de le faire pour nous. Parce que tant qu'on va raconter l'histoire du loup fait par les chasseurs, le loup aura toujours tort. Oui. Donc c'est un peu ce qui se passe. Maintenant, la parole est libérée, l'écriture aussi est libérée. Et les gens n'hésitent pas à nous envoyer des manuscrits. Et maintenant, on reçoit tous les jours de beaux manuscrits. Bon, évidemment, dans le nombre, il y en a toujours quelques-uns qui ne sont pas publiables. Oui. Mais ça, c'est une autre histoire. Les meilleurs sont publiables. Et pour revenir à ces 3 auteurs qui sont là, oui. C'est 3 histoires différentes. Et pourtant, il y a un socle commun dans ces histoires. L'histoire de Numa,
comme il a dit tout à l'heure, mais ça vous prend au trip. Parce que il n'a pas raconté la fin. Parce que cette femme qui a été violée, qui a fait un enfant, eh bien, cet enfant va venger sa mère. Et de quelle façon? Tout à fait, quand même. On le dit pas. Bon, l'histoire de Gustavi, on n'apprend beaucoup de choses. Gustavi a fait de la prison, qui c'est qui le savait? Je ne savais pas. En Afrique. Oui. Elle a été enfermée. Oui. On lui a pris ses papiers, son passeport. Et il a pu quitter l'Afrique grâce à quelqu'un, je ne dirai pas qui lui a envoyé une certaine somme. Elle a payé pour quitter l'Afrique et elle est partie. Mais ça, on ne connaît pas cette partie de sa vie. Absolument. Mais on ne sait pas non plus la part obscure de sa vie. Que Gustavi a des visions, elle voit des choses, mais qui se réalisent. Mais à travers les livres, on va avoir pas mal d'exemples. Parce qu'elle raconte une partie de sa vie que les gens ne connaissent pas, que je ne connaissais pas non plus. Gustavi, justement, on va y revenir. Petit côté caché. Oui, oui. Qui n'est plus caché. C'est Jardin des Casars. Alors, partie à Villa, ça va raconter, il y a dans le livre là aussi. On va raconter tout ça dans le livre. On va raconter, maman m'a mené mon gars des affaires. Oui. Et puis, gars des affaires, il a été violé, moi, un chapitre de justesse. Ah bon? Quel âge à l'époque? Quand il est 13 ans, par là. Ouais. On a dit, il ça va, comme il va fouiller l'argent, tout ce bitin là, ça. Et donc. Alors, question qu'on a posée là, qui parle de réel et de, ça veut dire en français, d'imaginaire qu'il y a dans le livre là? Tout est réel dedans. Tout ça, il y a dans ça, ça réel. Et ça, le livre là, ça aussi a prouvé que Dieu a changé le monde, il a changé bois sec en bois vert et transformé le monde. Parce qu'un genre TI avant, c'est pas comme ça. On va même bien là encore. Donc l'écriture là, ça servit finalement. Voilà, ça servit son témoignage. Pour, voilà, mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres livres ou envie d'écrire, ou envie de continuer à marquer? Oui, en tout cas, dans ça. Depuis tout petit, on a déjà qu'à recevoir des romans qu'on a écrits, on était petit. Et maintenant, ça a réalisé pourquoi on a arrêté. Donc on prend balle, hein? C'est vraiment un envol, on a dit. Oui, c'est ça. Alors, oui. Alors, question très intéressante pour vous demander si c'est réel ou si c'est de l'intox ou de l'info. On pose les mêmes questions là aussi. Parce que ça, il a raconté dans le livre là, on m'a demandé plusieurs fois, mais attendez, Gustave, peut-être parti. Et pourtant, selon ses dires, et en cas quoi, ça, il a raconté la réelle. Mais il faut vraiment lire le livre là avec attention pour comprendre que ça, il a dit là, c'est vrai. Sinon, madame, il commence à lire, pardon. Oui. Il dit, moi, il n'est pas arrêté, il n'est pas dormi. Il dit non. Il passe une nuit blanche. Il dit, il dit, pas arrêter. Bien, alors, en vol spirituel, Gustavi Cam, qui était chanteuse et... Qui chanteuse? Qui chanteuse toujours? Je fais du gospel. Gospel, il n'est pas fait zouk encore, ça finit... Mais gospel zouk aussi, c'est gospel zouk. D'accord. Alors, on revient vers Madame Charabi Maximin, puisque ce livre aussi, on a l'impression que c'est une blessure que vous avez exaucée quelque part. Oui. Oui. C'est une blessure. Oui. Et pareil, c'est du réel. Ah oui, ça c'est réel, oui. C'est réel parce que je raconte ma vie, mes souffrances, surtout l'injustice de la famille, des gens. Et ça fait mal. D'accord. Ça fait mal. L'injustice de certaines personnes dans ma famille envers mes enfants, la famille que j'ai créée. Et je vous dis qu'il y a 15 ans que je suis retournée au pays. Et alors, vous êtes martiniquaise, hein, parce que j'ai compris. Oui. Vous avez vécu en France et vous êtes revenu ici. Nous sommes retournés. J'ai fait 5 ans. J'ai fait 5 ans à la Martinique et 10 ans je suis en Guadeloupe. Où est-ce que vous êtes le mieux, en Guadeloupe, en Martinique ou en France? Pardon? Où est-ce que vous êtes le mieux, en Guadeloupe, en Martinique ou en France? Ce qu'il y a, c'est que je suis mieux à la Guadeloupe. Parce qu'à la Guadeloupe, ils ont accepté mes enfants. D'accord. Et mes enfants, c'est ma vie. C'est votre vie? Et à la Martinique, on a pris un coup. Alors, pareil, il y aura d'autres choses? Vous avez écrit autre chose? Parce que, est-ce que comme Gustavi, ou pour goût et que quand il est là, ou pour ballon? Oui, parce que je viens de terminer un livre de cuisine. Benestora, tu pèses sur la planche oui, c'est vraiment le cas de le dire. Et je pose la même question à Roméo Numa. Vous, tu as déjà marqué notre bitan avant ça? Oui, j'ai marqué des autres ouvrages, ça c'est le troisième là. C'est le troisième. Et on est d'autres derrière?
Oui, parce que M. Pagési me dit qu'il ne faut pas aller trop vite. Mais comme il a dit que bon, je ne suis pas un intellectuel, hein, je suis ouvrier retraité. D'accord. Donc j'ai aucun diplôme. Hein. Je dis que tout le monde peut écrire. Mais c'est pas un diplôme. Oui. Non, en étoile. Oui, il y a quoi diplôme, pas de bon diplôme. Donc je dis que tout le monde peut écrire, puisque tout le monde a des idées dans la tête, mais c'est que il suffit de mettre les idées sur papier, c'est tout. Donc ça veut dire qu'il y a un autre livre après Fils de violeur? Absolument, c'est en bonne voie déjà. Donc moi je dis que j'ai essayé de montrer aussi que tout le monde peut écrire. C'est pas parce que j'ai pas de diplôme que je ne peux pas écrire. On n'a jamais pensé ça. Et je conseille aux gens de lire Fils de violeur. Non seulement c'est une histoire extraordinaire, mais c'est une histoire passionnante. Quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. J'ai plusieurs lecteurs comme ça qui m'ont dit une fois qu'ils avaient commencé à lire le livre, ils n'ont pas pu arrêter. Ils n'ont pas fini. Alors, deux mots avant de la page de pub, avant de terminer avec Hugues Pagési. Vous avez vous-même des choses en chantier, puisque on connaît au moins, enfin, on connaît 3, ou du moins 12, donc nous avons 13e gravine. Oui, alors il y a un livre qui sortira à la fin du mois qui s'appelle Sœurs Ébène. C'est 3 sœurs, 3 femmes qui se rencontrent à Paris. Et les 3 vont avoir un destin particulier, mais la 3e, l'africaine, va avoir un destin tout à fait extraordinaire, puisqu'elle va devenir première dame de France. Non, d'un pays d'Afrique. D'un pays d'Afrique, oui. Donc, et l'autre qui va sortir... Ça ressemble à une histoire, vous voyez ça, hein? Toutes mes histoires ont un substrat de vérité. Oui. Voilà. Et la suite de Colombie, oui. Parce que j'ai découvert des documents extraordinaires que personne n'a publiés et que les gens même de... Documents concernant le Bumidum, oui. Personne n'a publié ces documents-là, oui. Et ça je vais les publier. Et lorsqu'on pose... Sous forme de roman, mais sous forme de... Non, c'est réel, c'est de la réalité. Il n'y a aucune... rien inventé. Pas de fiction. Hein. Et lorsqu'on pose la question aux gens, comme Mme Paul-Angevin qui a été directrice de l'ANT, elle n'en a pas entendu parler. Oui. Celle qui est présidente de la MEDOM, elle n'en a pas entendu parler de ça non plus. Oui. Et pourtant ça existe officiellement. J'ai le texte officiel signé par Valéry Giscard d'Estaing et Louis-Jacques Hinault. Ça sortira quand cet ouvrage explosif? En janvier. En janvier, on se fera plaisir à vous rencontrer. Alors, je précise avant de conclure et de passer à la page pub que Gustavie continue à chanter, puisque je vois qu'elle va être dans la première édition du Gospel Festival aux côtés de Tania Saint-Val, de Dominique Zorobabel, on savait qu'il était aussi spirituel, avec Héloïse et Marie-Claude Boucault. Ce sera quand, Gustavie? Ce sera le 12 décembre. Où là? À la Riviera, Royal Riviera. Voilà, Riviera. Nous avons l'occasion probablement où souvent vous pouvez nous parler uniquement de ça. Ben voilà. Je rappelle donc dans l'ordre Fils de violeur, Omer Numa, que vous avez pu entendre tout à l'heure. Gustavie Cam, son envol spirituel, pareil son livre L'Okembe, il faut pas la guille et la nuit. Et pareil, Marie Charabi Maximin, Une vie en Dancy. 3 expériences, 3 ouvrages différents, mais comme disait Hugues Pagési tout à l'heure, qui ont un socle de vérité et qui ont un tronc commun, des ouvrages parus aux éditions des Sorts, que nous avons eu le plaisir de vous présenter aujourd'hui dans ce débat. Mais j'espère que les téléspectateurs de Guadeloupe, de Martinique et de France que vous avez vus, vous aurez déposé de ce livre-là. Je voudrais juste ajouter un mot. Le 28 de ce mois, nous sommes à Goubert à partir de 17h avec 10 auteurs qui vont présenter leur livre. C'est ouvert à l'espace Jules Flot, comme d'habitude? Non, à la salle des fêtes de la mairie de Goubert. Salle des fêtes de la mairie de Goubert. Voilà, avec ces mêmes auteurs, plus d'autres? Plus d'autres. Bien, j'espère que les gens seront au rendez-vous. En tout cas, on vous remercie, Madame Maximin, Monsieur Numa et Madame Gustavie Cam, la chanteuse, et ainsi que Pagési d'être venu aujourd'hui à Canal 10 se présenter ses ouvrages. Maintenant, il est 13h34, c'est l'heure de prendre la pause de pub avant de retrouver Karine tout à l'heure pour sa chronique habituelle et hebdomadaire.
13h40 dans le ZCL et comme chaque mardi, nous recevons Karine qui vient nous présenter sa rubrique d'innovation, comme on appelle. Aujourd'hui, Karine, on va parler de mentorat. Oui, de mentorat pour les jeunes chefs d'entreprise étudiants. Oui. Voilà, donc on a une association métropole en France métropolitaine qui s'appelle MoveJ et qui propose aux jeunes entrepreneurs un accompagnement sous forme de mentorat d'une durée d'1 an. Et j'ai trouvé ça très intéressant puisqu'il est rare qu'on puisse être étudiant et chef d'entreprise. En général, on attend de finir ses études pour trouver ça arrive quand même. Hein. Je crois que le créateur de Facebook a été un moment étudiant et chef d'entreprise. Oui, c'est vrai. Ça, mais c'est pas commun. Oui, en France, en tout cas, c'est pas très commun. Donc là, le principe de cette l'objectif principal de l'association, c'est pas de faire du tutorat, comme ce qui se dit souvent en ce moment, c'est un mot à la mode, mais bien du mentorat. Donc le mentor. Alors quelle est la différence entre mentorat et tutorat? C'est-à-dire que le tuteur est là pour transmettre des compétences spécifiques sur un métier. Par contre, le mentor, lui, il est vraiment là que pour motiver. C'est une sorte de coach, alors, un coach intellectuel. Pas vraiment un coach, c'est vraiment quelqu'un qui transmet son expérience. C'est-à-dire qu'il explique aux jeunes, bon voilà, je suis passé par là, parce qu'il faut savoir qu'avec MoveJ, on suit les jeunes à partir de la phase de développement de l'entreprise et non pas la phase de création de l'entreprise. Parce qu'il y a déjà tout un tas de dispositifs dédiés aux chefs d'entreprise dont tout le monde peut bénéficier et qui fonctionnent très bien. Et c'est la phase de développement qui devient compliquée en fait. Une fois qu'on a eu ses prêts, une fois que la banque a prêté l'argent, qu'on a eu des subventions, etc. Là maintenant, on est vraiment dans le vif du sujet et c'est ce qui devient vraiment très compliqué. Et là, le mentor qui a déjà une expérience, il peut être à la retraite aussi, le mentor. Là, c'est là qu'il vient en appui. Donc, alors pas que du coaching, en appui mental, en aidant en fait le jeune à prendre... Concrètement, comment il agit sur le jeune? Alors une fois par mois, il y a une rencontre avec le jeune et lui, il l'aide en fait à prendre du recul sur ce qu'il fait, puisque souvent on est seul dans son entreprise. Il l'aide aussi à prendre des décisions pour son entreprise en fonction de l'environnement dans lequel il évolue. Voilà. Donc c'est vraiment pas du coaching où on lui dit oui, bref, on le pousse, oui, on lui dit vas-y, je suis avec toi, etc. Mais on est là vraiment pour l'aider à devenir un chef d'entreprise. Donc il y a quand même des critères d'éligibilité. Donc il faut avoir entre 18 et 30 ans, avoir créé sa société en France, détenir au moins... Quand vous dites en France hexagonale ou bien même dans les territoires en France hexagonale et dans tous les territoires où se trouve la France, oui. Détenir au moins 20% du capital de la société et avoir pour objectif de développer son entreprise et de créer des emplois. Voilà. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui l'association a suivi 225 jeunes de moins de 30 ans depuis 2010, donc ça fonctionne très bien. Et qu'est-ce qu'on a à dire d'autre sur MoveJ? Alors on peut aussi nous s'inscrire, enfin nous, les personnes qui veulent devenir mentors peuvent s'inscrire au niveau de l'association. Donc il suffit quelles compétences ça demande pour devenir mentor? Il faut simplement être chef d'entreprise depuis un certain temps, avoir une expérience en tant que chef d'entreprise. On peut être aussi chef d'entreprise à la retraite. Voilà, ou cadre dirigeant. Oui. Voilà, et donc dans un domaine précis, puisque sur 225 entreprises, il y a tous les secteurs représentés, donc on propose ces services dans tel ou tel secteur et on nous trouve un jeune qui aimerait être suivi. Voilà. Donc alors, il faut savoir qu'il y a quand même des chiffres assez intéressants, puisque 73% des entreprises mentorées passent le cap des 5 ans d'existence contre 34% des entreprises non accompagnées. D'accord. Voilà. Donc c'est intéressant à savoir. Alors, le mentor, comment on le paie, comment on le rétribue? C'est du bénévolat. C'est une association, oui, c'est du bénévolat. Oui. oui. Donc, alors il y en a. Alors, pourquoi on veut devenir mentor? Donc, ils ont fait une petite étude. Donc, pour certains, devenir mentor permet de participer concrètement au développement économique du pays. Voilà, et à son rayonnement. Oui. Le mentorat peut contribuer à la réussite de jeunes entrepreneurs en leur faisant bénéficier de son expérience. On peut contribuer aussi en étant mentor à assurer la pérennité et la reprise des entreprises existantes. Donc au lieu parfois on peut proposer aux jeunes de reprendre une entreprise s'il en a les moyens, rester actif et servir à la société même à la retraite.
parce qu'on aurait bien aimé recevoir la même chose à nos débuts, parce que c'est vrai que pour beaucoup de mentors, ils se disent tiens, mais si j'avais eu quelqu'un qui m'avait poussé, aidé dans mon cheminement, peut-être que j'aurais fait moins d'erreurs, peut-être que j'aurais... Parce que pour certains chefs d'entreprise, on crée plusieurs entreprises dans sa vie aussi, donc ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Et puis continuer aussi à avoir un lien avec la jeune génération qui est toujours au fait des nouvelles technologies, etc. Et pour pouvoir rester au fait des bons plans et des nouveautés en matière d'entreprise. Alors MoveJ se trouve en France, mais comment on peut les contacter? Est-ce qu'on peut être mentoré en étant à l'extérieur du rayon géographique de MoveJ? Oui, alors pour être mentoré, on peut contacter MoveJ sur son formulaire de contact, sur le site internet www.mouvej.fr ou alors par téléphone au 01 43 57 84 29. Ça mérite d'être dit. Oui, je reprends le numéro de téléphone, le 01 43 57 84 29 et le site internet www.mouvej.fr. Voilà. Alors, je n'ai pas précisé aussi une chose assez importante, puisque MoveJ travaille avec les comptoirs de l'innovation, donc qui donne un plus aussi à l'accompagnement du jeune, et donc ce qui permet aux jeunes d'avoir un accompagnement personnalisé dans tous les domaines donc, de l'entreprise, donc la finance, la gestion, le marketing, les aspects juridiques et fiscaux par exemple, mais aussi les comptoirs de l'innovation mettent à disposition des jeunes des formations collectives sur des problématiques spécifiques. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la mise en relation avec des experts, des financeurs et des partenaires commerciaux potentiels. Voilà, c'est-à-dire qu'ils tiennent bien compte que le jeune a moins de temps qu'un chef d'entreprise classique pour s'occuper de sa boîte en clair. Il a une partie de son... Il faut qu'il fasse avancer, il faut qu'il ait ses diplômes. Donc on lui facilite la mise en relation avec des clients et avec des financeurs. Donc je trouve ça assez complet. Bien, si vous voulez plus d'infos sur MoveJ, cette boîte de mentorat, je vous conseille de noter le numéro de téléphone que Karine va se faire un plaisir de vous redonner, le 0690 ensuite. Non, c'est pas le 0590. 06. 01. 01, c'est un 0. Voilà, 01 43 57 84 29. Voilà, et vous allez dans la rubrique Devenir mentor. D'accord. Bien, deuxième partie de votre chronique, Karen. Comme chaque semaine, on sait bien qu'il y a une partie tout à fait innovation de votre chronique, mais il y a aussi une partie, on va dire, plus publicitaire, on va dire ça comme ça. Oui, on passe à la deuxième partie de la chronique sur les formations. Oui. Donc avec LB Développement qui propose alors un peu de moins de cette formation parce que c'est la fin de l'année, hein, donc je pense que là on termine l'année doucement. On épuise voilà. le stock. Le stock, exactement. Ouais. Donc là, on va vous proposer 3 formations. Donc la formation tuteur, les 7 et 10 décembre. Donc bientôt, il y a encore des places, vous pouvez vous inscrire. La formation améliorer son accueil client, les 8 et 9 décembre. Et la dernière, prise de parole en public, les 9, 11 et 16 décembre. Voilà. Donc on a toujours à disposition le recrutement pour le poste de chargé de recouvrement. Donc il faut simplement avoir un niveau bac, voilà, ou bac à bac plus 2. C'est une année de formation en alternance, donc un CDD d'1 an. Et donc la prochaine rentrée se fera le 11 janvier 2016. Donc vous avez encore le temps de vous inscrire, il reste encore des places. Et ce titre est accessible via une période de professionnalisation ou de VAE, donc ça c'est nouveau. Et vous pouvez également solliciter votre compte professionnel formation pour financer cette formation. Voilà. Et on a toujours le poste de téléconseiller vendeur chargé de clientèle de disponible, donc toujours être titulaire du bac au minimum. C'est aussi un CDD d'1 an. En contrat de professionnalisation, et ces 2 postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc pour plus de renseignements, vous pouvez joindre LB Développement au 05 90 810 325. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui? C'est tout. C'était bien, il va être pratiquement 13h49. Voilà, c'est fini pour le ZCL aujourd'hui avec cette chronique de Karine. Je vous rappelle, si vous avez pris en cours, que nous avons présenté aujourd'hui 3 ouvrages. Gustave Icam, En vol spirituel, Fils de violeur de Omer Numa,
que vous pouvez trouver bien sûr en librairie. Et bien évidemment, le dernier ouvrage, Une vie en dents de scie de Madame Marie Charabi-Maximin, 3 ouvrages qu'il faut absolument lire, qui sont de vrais témoignages de vie, d'expériences de vie, et qui vous feront sans doute du bien. Voilà, on se retrouve demain avec Céline pour le nouveau ZCL du mercredi, avec en prime la chronique de notre amie Martine, la chronique culture de Martine. Sinon, on vous remercie de votre attention et puis on vous retrouve comme chaque jour de cette semaine en direct dans les studios de Canal 10, nouvelle formule. Voilà.